Bonjour à toutes et tous et bienvenue à La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Avec ce podcast, j'ai envie que chaque auditeur ou chaque auditrice puisse se dire « Je ne suis pas seul ». Alors, si le podcast vous aide, n'hésitez pas à me faire un retour, vous trouverez les coordonnées pour me joindre dans les notes de l'épisode. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à Igal, qui a décidé d'ajouter à son activité d'ophtalmo en libéral plusieurs activités en tant qu'entrepreneur. Igal nous raconte la construction d'une vie professionnelle en cohérence avec toutes les facettes de sa personnalité et qui allie performance, création et relations. Ensemble, nous avons donc discuté de ce qui l'a retenu et de ce qui le motive à se lancer dans des projets entrepreneuriaux. Nous avons discuté de réussite et d'échecs, de gestion du temps et de réseau. Je vous laisse vous enrichir de cette belle conversation avec Igal. Bonne écoute! Bonjour Igal, bienvenue à La Consulte. Bonjour Annie. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites, s'il te plaît? Je m'appelle Igal Boujna, je suis ophtalmo à Lyon et aujourd'hui je crois qu'on m'a parlé plutôt d'entrepreneuriat dans la médecine. C'est ça. Et alors, pour commencer, je voulais savoir pourquoi toi, tu avais choisi de faire des études de médecine et qu'est-ce que tu imaginais de ton avenir à ce moment-là? Je pense que comme plein d'enfants, j'ai fait médecine parce que pour mes parents c'était le truc le meilleur. Je pense que mon père a toujours voulu faire médecine et donc depuis que je suis petit il m'a dit bah tu feras médecine et ou tu feras docteur. Et comme j'avais des notes plutôt bonnes à l'école et que j'avais un peu de facilité, je me suis pas posé beaucoup de questions et j'ai avancé tout droit. Et puis pareil, une première année où j'ai pas trouvé ça. En tout cas, j'ai pris ça comme des examens et j'avançais, je réussissais et ça allait bien. Donc en fait, je me suis pas vraiment posé la question de qu'est-ce que je ferais dans la vie à part médecine. Et puis après, la spécialité, c'est mieux après, et c'est à force de voir des choses, parler avec des personnes, et pareil, je pense que j'ai un peu toujours réagi de la même façon, dans le sens où j'ai toujours été attiré par ce que j'estimais être le meilleur. Bon, c'est peut-être un petit peu présomptueux, mais en tout cas, c'était un peu ma façon de fonctionner. Je me disais, bah voilà, je me fixe un objectif assez haut, et puis j'essaie de l'atteindre. Voilà. Je crois que j'ai répondu à la question. Bien sûr. Tu avais des modèles dans ton entourage? Tu connaissais des médecins? Non. Enfin, quasi pas. J'avais pas de médecin dans mon entourage. J'avais des cousins qui étaient un peu médecins, mais rien de très proche, et j'avais pas spécialement d'exemple. Donc oui, non, je connaissais pas trop la médecine avant d'y rentrer. Comment t'es arrivé à l'ophtalmo? Je suis arrivé à l'ophtalmo, et je dirais que quand on fait des études de médecine, en tout cas à mon époque, dans les spécialités qui étaient les plus demandées, c'est toujours un petit peu le cas aujourd'hui, mais donc il y avait l'ophtalmologie, donc ce côté un petit peu, je sais pas si c'est de la compétition, mais en tout cas vouloir faire ce qu'on estime être le meilleur, et ben en fait ça pesait un petit peu sur mon choix. Après, j'avais quelque chose qui me plaisait, hein. J'aimais tout ce qui était technique, j'aimais tout ce qui était technologique, donc avoir une spécialité où on est assisté par des appareils très branchés sur l'imagerie. Moi, j'adore, à part la médecine, j'adore faire des photos, par exemple. Ça s'y prêtait plutôt pas mal. Et le côté technique, donc il y avait quand même de la chirurgie. La chirurgie, ça m'a toujours plu. En ophtalmologie, c'est de la microchirurgie, donc en fait, on opère, on est assis, on fait des trucs un peu minutieux. Ça, je trouvais ça plutôt pas mal. Et dans la chirurgie de l'ophtalmologue, c'est surtout un côté on-off, c'est-à-dire qu'il y a un problème, on opère, il n'y a plus de problème, avec des résultats qui sont très rapides. Et ça, c'est vraiment une sensation, enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui m'apporte pas mal de plaisir dans le travail. Et en aparté, comme tous les médecins, on se pose toujours des questions. Je fais du psoriasis depuis petit, et je me suis toujours dit, si demain j'ai un rhumatisme psoriasique, eh ben je pourrais plus travailler, je pourrais plus opérer. Eh ben au moins, c'est une spécialité qui est médico-chirurgicale, je pourrais toujours faire de la médecine. Donc voilà, c'est comme ça que ça m'a fait choisir ophtalmo plutôt qu'une autre spécialité. T'avais ce côté très ambitieux, je veux le meilleur. Est-ce que c'était pas aussi une forme de pression? Est-ce que ça te stressait
de viser une spécialité où il fallait quand même que tu assures un certain rang de classement. Est-ce que tu avais prévu un plan B pour te rassurer? Comment tu gérais cette pression, si tu en as ressenti une en tout cas? Alors oui, j'ai eu de la pression. Oui, je me suis dit que j'étais à un moment charnière de ma vie et que mes résultats allaient conditionner le reste de ma vie. Après, j'ai pas affiché mes ambitions aussi hautes aux autres parce que c'est vrai que j'ai travaillé beaucoup internat pendant mes études, mais et pas trop les examens classiques de la fac, qui étaient dans ma fac très différents de l'internat, parce qu'on a des professeurs qui étaient bien à l'écoute de ce qui se faisait à côté, bien sûr. Comme c'est dans plein de facs différentes, dans plein de facs c'est comme ça. Hein. Donc la mienne, c'était bien. On avait un programme qui était différent de celui de l'internat. Et donc j'avais pas des super bonnes notes à la fac. Et puis après au concours blanc, parce que j'étais quand même dans des prépas, dans les concours blancs, j'étais dans le premier quart, mais j'étais pas dans les 10%, j'étais dans le premier quart. Donc du coup, en premier quart, on fait peut-être presque tout ce qu'on veut, mais peut-être pas là où on veut. Donc après, j'affichais pas non plus mes ambitions parce que comme mes résultats à la fac, ils étaient pas fous. J'avais pas envie de non plus d'avoir le regard des autres. Et même des fois, des gens proches, quand tu affichais des ambitions un petit peu hautes, des fois, ils te regardaient en me disant, mais tu n'y arriveras pas. Donc, j'ai des exemples d'amis ou de gens de groupes de travail qui se moquaient, en tout cas, qui taquinaient sur le fait que je puisse avoir des ambitions hautes, alors que mon résultat, en tout cas à la fac ou même en prépa, était pas à leur niveau. Et puis, on est jamais à l'abri d'exceller. Et puis, l'internat, en tout cas, en époque, c'est une course de fond, en fait. Donc, du coup, faut pas s'essouffler, faut être prêt le jour J, il faut s'entraîner. Et donc si on a travaillé comme il faut, ça, ça arrive assez régulièrement que des gens qui sont censés être un peu moins bons performent le jour d'un examen de toute façon. Donc voilà, donc finalement j'ai eu ce que je voulais où je voulais et dès que j'ai eu mes résultats, c'était une évidence. J'allais faire ophtalmo. Tu avais réfléchi à un plan B au cas où ton classement ne te permette pas d'avoir ophtalmo ou pas du tout, tu étais la tête dans le guidon en mode je verrai bien le jour J? Je pense que j'aurais fait de l'orthopédie, j'aurais fait de la chirurgie de la main. C'est de la microchirurgie, ça ressemblait pas quand même, enfin, ça ressemble pas mal. C'est pas la même chose, hein, mais c'est aussi du fonctionnel, c'est aussi des choses qui sont assez réglées. Parce que pareil, je voulais une spécialité où il n'y a pas trop d'urgence, pas trop de garde, parce que je voulais avoir une vie de famille. Donc j'aurais fait de la chirurgie de la main, je pense. Et en plan C, je me suis pas dit que j'allais rater au point de plus avoir du tout soit de la chirurgie, enfin de la chirurgie. Je me suis pas mis cette éventualité-là. Tu avais quand même des ambitions qui restaient assez ambitieuses, quoi. Tu avais pas vraiment le droit de te planter complètement le jour de l'examen. Non, je n'avais pas le droit de me planter à le jour de l'examen. Mais j'ai quand même eu un cas clinique à 30 sur 100, donc j'ai eu quand même le droit de me planter. Tu as le droit de te planter sur un cas clinique. Ouais. Ce qui est plutôt rassurant pour tous ceux qui écoutent, c'est qu'on n'est pas obligé de performer complètement pour avoir la spécialité de son choix dans la ville de son choix. Non, après, il y a aussi une part de chance hein, dans l'internat et puis si on n'a pas ce qu'on veut, c'est pas non plus une fin en soi parce que il y a d'autres façons de. Alors pour changer de spécialité, c'est compliqué, mais en tout cas, la médecine elle est assez vaste, comme on verra après, pour pouvoir faire des choses qui sont peut-être plus en rapport avec notre finalement ce qu'on est. Parce que bon là je fais de l'ophtalmologie, mais il y a un autre d'autre côté dans ma personnalité ou dans mes ambitions qui font que je suis attiré par d'autres choses. Et donc je pense que dans plein de spécialités, même des spécialités qui sont beaucoup moins prises, moi je connais des gens, donc la spécialité la moins prise, hein, c'est médecine du travail par exemple, qui ont des postes énormes où ils font du développement de plein de choses dans des énormes boîtes, et parce qu'en fait ils se sont donné les moyens de rendre leur métier à l'image de ce qu'ils avaient envie d'avoir. Alors, est-ce que tu pourrais m'expliquer en quoi l'ophtalmologie te correspond et qu'est-ce que ça vient nourrir en toi?
Et quels sont les autres aspects de ta personnalité qui ne sont pas comblés par l'ophtalmo? Donc, dans mes traits de caractère de l'ophtalmologie, bon, il y a le côté efficace. L'ophtalmo, c'est ultra efficace. Ça veut dire que rapidement, on a le diagnostic, rapidement, on sait quoi faire pour le traiter, et rapidement, on peut faire le traitement. C'est très visuel. Moi, je prends plein de photos de tout ce que je vois. J'adore faire des photos donc dans la vie de tous les jours. Donc du coup, je fais des photos presque tout le temps. C'est une société où il y a beaucoup d'imagerie, donc en fait, on fait de l'imagerie tout le temps. C'est un peu réducteur, mais en vrai, avec l'imagerie qu'on a aujourd'hui, on n'a quasi pas besoin de voir le patient. Je dis pas que c'est ça qu'il faut, hein. Mais en tout cas, je dis que, en tout cas, techniquement, il n'y a pas besoin de voir le patient en ophtalmologie. J'ai eu longtemps pensé que c'était l'avenir de l'ophtalmologie, c'était de faire de l'imagerie et de devenir presque un radiologue. Et maintenant, je reviens un petit peu là-dessus, ou dans le sens où je pense que l'avenir de la médecine, c'est la relation avec les gens. Parce que plus on va aller, plus ça va aller, plus on sera assisté. Et ce qui va rester, en fait, c'est la relation. C'est le fait de bien expliquer à son patient, c'est le fait de créer du lien, et c'est le fait d'avoir une relation de confiance. Et en ophtalmologie, ça s'est perdu un petit peu. Et là, je pense que de plus en plus de personnes commencent à réapprendre, parce que on a été un petit peu obligé, ou en tout cas, je dis pas que c'est pas bien, mais en tout cas, on s'est adapté à la demande. Il y a une demande qui était telle qu'il fallait qu'on augmente le rythme de consultation. En augmentant le rythme de consultation, on a vu que c'était très rémunérateur. Et cette rémunération, ce niveau de rémunération-là, mine de rien, en fait, ça motive quand même énormément de gens en médecine et encore plus en ophtalmologie. Et, et donc, ce côté enchaîné des consultations a pris un petit peu le pas sur la médecine. Et je sais plus où je voulais en venir, mais ouais, globalement, moi, je trouve qu'on a perdu un petit peu en qualité de, de prise en charge, pas globale du patient, mais sur le côté écoute et sur le côté un petit peu empathie et surtout sur le côté relationnel. Parce que quand on reste 10 minutes avec un patient, voire beaucoup moins pour plein de médecins, c'est dur de créer du lien. Donc faut apprendre à le faire. Et je dis pas que je sais le faire, hein, mais je dis que c'est quelque chose que j'essaye d'améliorer dans ma consultation. C'est créer ce lien-là. Parce que en ophtalmologie, comme j'avais dit, c'était très imagé. Une image, à moyen terme, un ordinateur va pouvoir l'analyser cette image. Et on va pouvoir faire du diagnostic. Et voir éventuellement proposer un plan de traitement. Et donc, qu'est-ce qui va rester? Bah, le médecin qui va choisir, qui va valider le plan de traitement choisi par la machine, par l'intelligence artificielle, mais aussi, bah, il va rester aussi le côté explication au patient. Et ça, je trouve que maintenant, c'est devenu peut-être le plus important. On parlait de ce qui te plaît, de ce qui te correspond dans cette spécialité d'ophtalmologie, donc tu parlais de l'efficacité. Est-ce que tu as l'impression d'être un peu frustré au niveau relationnel et c'est pour ça que tu travailles dessus? Est-ce que ça te plaît d'être en relation comme ça avec les patients? Je suis pas frustré au niveau relationnel, mais toujours pareil dans mon obsession de performance, je trouve que je pêche là-dessus, donc j'essaye de travailler ce sur quoi je pêche. Alors, le seul truc où je pêche et je travaille pas dessus, c'est l'administratif. Voilà, donc, globalement l'administratif, je suis pas très bon, donc ça je travaille pas trop sur moi-même pour faire ça. Mais en tout cas, voilà, le relationnel, je sais que, enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui me manque dans ma pratique et j'essaye de l'améliorer. Tout à l'heure, ma question était double. Il y avait ce qui te correspond dans ta spécialité et quelles sont les parties de ta personnalité, les aspects de ta personnalité qui ne sont pas comblés par l'ophtalmologie. Alors, j'ai mis du temps du coup, à combler cet aspect-là. Je suis en train de le combler, mais j'avais du coup des velléités un petit peu entrepreneuriales. Ça fait partie du côté performance, hein. Mais en gros, j'avais envie de créer des choses. J'avais envie. Moi, ce qui me fait rêver, c'est les success stories de gens qui ont monté des startups ou qui ont monté des boîtes, qui sont valorisés des millions d'euros. Ça me fait complètement rêver. Je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose, c'est success story, ça m'a toujours fait rêver. Et donc, le médecin,
il peut advenir quelqu'un, mais je trouve que quand tu deviens quelqu'un, c'est plutôt l'ego qui est mis en avant. Quand il y a un grand médecin ou un grand professeur ou quelqu'un de grand, entre guillemets, c'est parce qu'il a, je trouve que c'est beaucoup d'ego. Et ça, pour le coup, moi, j'aime pas trop, j'aime pas, j'aime pas spécialement briller ou mettre en valeur en disant que je suis le meilleur. Je le fais un petit peu parce que je communique de plus en plus. Je me suis fait un Instagram pro, je communique sur LinkedIn, mais ça c'est plus pour le versant communication. Mais mais c'est pas trop sur pas trop sur le versant ego. Donc je trouvais qu'en médecine pure, ce côté success story, je la retrouvais pas énormément. En tout cas, j'ai du mal à la trouver. Et donc je l'assouvis en faisant des projets annexes. Et les projets annexes, c'est par exemple la création de centres médicaux où je vais créer des structures où des personnes qui n'ont pas envie de faire, qui n'ont pas du tout cette démarche-là, vont venir travailler et puis repartir, prendre ce qu'ils ont à prendre et partir. Ou alors récemment, j'ai intégré deux startups pour essayer, pour donner pour qu'ils aient un gage médical, pour contrôler un peu ce qu'ils font, pour pouvoir donner de l'utilité à ce qu'ils proposent. Et donc, ce côté-là de ma personnalité, je l'assouvis avec ça. À quel moment dans ton cursus tu t'es rendu compte qu'il te manquait quelque chose pour être bien sur le plan professionnel, que ce côté entrepreneurial n'était pas suffisamment exploité par ton travail d'ophtalmo? Je m'en suis rendu compte assez tard, après mon installation. Déjà, je pensais que d'avoir une démarche trop entrepreneuriale, c'était mal vu. Et je pensais qu'on allait me juger sur ça. Alors, probablement que je suis jugé sur ça, hein. Mais j'ai mis du temps à me dire que finalement, je peux faire des choses. Voilà, en tout cas, moi, quand je fais des choses entrepreneuriales, en tout cas, j'essaye de toujours respecter le patient, de respecter la déontologie, etc. Ce qui n'est pas le cas de tous les entrepreneurs, surtout quand ils sont non médecins. Mais en tout cas, moi, je me suis mis un cadre. Ça, ça, ça pénalise un peu le business, mais en tout cas, moi, par rapport à moi, je trouve que j'en ai besoin. Mais j'ai mis du temps, du coup, à accepter ça parce que par rapport surtout à la formation médicale qu'on a reçue, je trouve elle est trop fermée. Elle est trop fermée au fait que un professeur, en tout cas moi c'est mon ressenti, mais les professeurs d'université, ils pensent que tout le monde va finir à l'hôpital. Ça veut dire qu'on n'a aucune formation business, c'est mal vu en médecine, donc du coup je comprends, hein, mais on n'a pas de formation comptable, on n'a pas de formation de gestion du personnel, donc de RH, on n'a pas de formation de gestion d'un cabinet, on n'a pas de formation pour parler à des banques, à des laboratoires, à des trucs comme ça, et puis déjà de base on n'a pas de relation pour parler avec des patients. Donc tout ça, je trouve que ça manque énormément dans notre formation et qu'on apprend surtout par mimétisme, par les gens qu'on va côtoyer, par des gens, si on intègre un cabinet de groupe par exemple, des personnes qui ont déjà appris, qui sont un peu plus âgées et qui ont déjà appris ces choses-là. Et du coup, le côté donc du coup business ou entrepreneurial, il est très mal vu en médecine. Et effectivement, j'ai mis du temps à comprendre que c'est quelque chose qui me plaisait et et que j'avais envie d'aller euh, vers ça. Comment t'as passé le cap? À quel moment tu t'es dit je m'en fiche que ça soit mal vu, je m'en fiche que je ne sois pas formée pour ça, j'ai envie, je me lance. Il y a eu un déclic? Plus ou moins. Déjà, je pensais, en m'installant, que les médecins allaient m'envoyer de la chirurgie, des patients de chirurgie. Les ophtalmos, nous en ophtalmo, on a certains qui opèrent certaines choses. Donc je m'étais spécialisé plutôt en chirurgie réfractive, en chirurgie laser par exemple. Et donc je pensais que comme quand j'étais à l'hôpital, j'étais assistant, je communiquais beaucoup, je faisais des EPU, je parlais de chirurgie réfractive, d'autres choses. J'ai cru qu'en fait on allait m'envoyer des patients. Et quand je me suis installé, j'ai vu que les gens ils avaient déjà leur réseau et que personne m'envoyait rien. Donc ma patientèle, je me la faisais tout seul. Donc en passant ces postulats-là, je me suis dit mais en fait les gens ils s'en foutent de moi. Donc que je fasse un truc qui leur plaît ou que je fasse un truc qui leur plaît pas, au final ils vont pas m'envoyer plus de patients. Donc je peux faire quelque chose qui me plaît. Donc je pense que ça
En tout cas, dans ma tête, c'est un peu ça qui a, j'ai été, j'ai eu cette démarche-là d'aller faire autre chose. Finalement, si personne te regarde, tu peux toujours faire un truc mal vu, ça sera pas vu. Exactement. Bah, en fait, ça se voit maintenant, donc du coup, ça marche plus. Mais au bout de la première plainte de confrères à l'ordre, bon, ça va, le deuxième, la troisième, on a oublié. On se dit que ça passera. Parce que effectivement, on a des confrères qui sont moins confraternels, qui comprennent pas que s'adapter à son temps. Je, En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est ce que je fais, hein, mais moi, j'essaye d'être moteur sur la médecine de demain. Parce que je me dis que si je suis moteur sur la médecine de demain, eh ben, c'est moi qui vais décider de comment il faut bien faire, plutôt qu'un administratif ou qu'un politicien ou qu'un financier. Et c'est pour ça qu'on a c'est un peu le fond de ma démarche, c'est ça aussi, c'est que les choses que je les fais en me disant, bah, je suis médecin, j'ai l'impression d'avoir de certains codes qui font que j'ai pas envie de nuire aux patients, j'ai envie de bien prendre en charge les gens, j'ai envie de faire la meilleure des médecines. Et ben, si c'est moi qui dis, bah voilà, quand on fait quelque chose à un cabinet secondaire, et ben c'est mieux de faire ci ou faire ça, bah ça sera la norme. Alors, alors que si c'est une autre personne qui s'en fout et qui veut juste encaisser derrière, ça sera probablement moins bien fait. Et ça, il y a des confrères, ou consoeurs d'ailleurs, qui te l'ont reproché? Oui, surtout sur les activités télémédecine. Parce que dans les cabinets un peu secondaires qu'on a créés, on a créé des cabinets de téléconsultation. En ophtalmologie, il y a des protocoles organisationnels qui ont été mis en place. On a des assistants qui font des examens. Et comme je l'avais dit, hein, nous, en ophtalmo, c'est des images, hein, des images et des chiffres. Donc on prend des mesures, et on a des images, et puis du coup on peut interpréter à distance. Donc dans des endroits où il y a beaucoup de délais, on a mis en place ces cabinets-là. Bah déjà parce que ça, quand même, ça, on garde un peu du lien. Il y a une assistance. C'est pas juste une machine qui fait une mesure et le patient a un ticket de caisse et il va acheter ses lunettes par exemple. Il y a quand même du lien. Et puis derrière, il y a un contrôle médical. Et est-ce que les ophtalmos, enfin, moi je parle d'ophtalmo parce que c'est ma spécialité, mais que les ophtalmos installés comprenaient pas, c'est que un an de délai, oui c'est trop et c'est pas normal. Donc un an de délai, c'est des gens qui sont pas contents. Des gens qui sont pas contents, c'est des politiciens qui vont vouloir montrer que eux ils ont trouvé la solution. Et ça sera jamais dans le sens du médecin. Par contre, si le médecin il s'adapte pour répondre à un problème de santé publique, bah il le fera probablement mieux parce que il a la conscience, enfin il sait quel est le problème et comment le solutionner. Et il a juste besoin de trouver des outils pour pouvoir le solutionner. Donc il va orienter ces outils-là en fonction de sa problématique. Alors que un politicien, il va avoir une problématique, il va se dire, bah, en fait, moi, ce que je veux, c'est de flatter mon électorat. Donc, je vais créer quelque chose pour montrer que je fais un truc. Je m'en fous si ça marche pas, je m'en fous. C'est ce qui se passe un peu pour les maisons médicales. Il y a plein de villages où les mecs, ils montent des maisons médicales sans médecin. Ils ont la subvention, ils ont le local, ils ont un beau truc. Ils ont jamais trouvé de médecin. Donc, et puis moi, ça c'est les exemples que j'ai dans les choses que je connais. Mais, voilà. Et donc, du coup, les médecins, en tout cas, dans les endroits où on a fait soit des cabinets secondaires, soit moi ou des gens de mon entourage, parce que pareil, je suis partageur, c'est-à-dire dans le sens où j'aide plein de mes confrères ophtalmo à avoir cette démarche-là. Je donne des conseils, je stimule les personnes pour qu'ils aient cette démarche-là. Quand ils ont besoin d'aide ou sur des aspects soit juridiques, soit organisationnels, soit de personnel, bah, j'essaye de les aider. Donc quand on fait des cabinets secondaires ou des cabinets de télémédecine, bah, c'est systématique. Les médecins d'à côté, ils vont, alors qu'ils ont un an de délai, ils ont des gens qui se plaignent, et ben ils vont aller à l'ordre pour dire que c'est pas normal qu'on puisse s'installer parce que c'est pas comme ils font eux. Bon, heureusement, comme il y a un vrai problème de santé publique, ils sont tout le temps déboutés, mais ils ont quand même cette démarche-là d'aller d'aller porter plainte parce que, et, et, et de et de ne pas avoir, je trouve, de manquer de communication. C'est-à-dire on peut toujours trouver des façons de collaborer. Et ben ça, on a vraiment du mal à le faire. Enfin, on arrive à en trouver, hein, parce que quand on crée un cabinet, par exemple avec des assistants loin de notre cabinet principal,
les gens, quand ils ont des problèmes, il faut bien qu'ils soient vus. Et on trouve quand même des médecins pour pouvoir voir ces patients-là, qui y trouvent un intérêt. Leur intérêt, c'est que ils vont avoir de la patientèle qui va être plus intéressante, dans le sens où c'est des gens qui vont avoir des maladies. Donc quelqu'un qui a une maladie, a quand même une valeur ajoutée à le voir plutôt que quelqu'un qui a pas grand-chose. Et souvent, en tout cas, j'estime que le médecin, il a quand même sa part moi, je trouve que il y a une valeur ajoutée effectivement à traiter de la pathologie plutôt que de traiter de la bobologie. Je vais me faire un peu engueuler par les médecins généralistes parce que quand on dit bobologie, pour les médecins généralistes, est-ce que c'est leur quotidien, enfin, une partie de leur quotidien et qu'il faut quand même le faire. Et je suis d'accord qu'il faut le faire, hein. Mais quand on a un médecin spécialiste, s'il peut traiter sa spécialité, c'est quand même, je trouve, la base de son travail. Oui, la valeur ajoutée du spécialiste, c'est de traiter ce qui ne peut pas être fait par qui que ce soit d'autre. Exactement. Donc aujourd'hui, enfin, je suis objectif, hein. Là, par exemple, la prescription de lunettes, l'ophtalmologue la perd. Après, c'était le moyen d'entrer en ophtalmologie. Je dis pas qu'il faut pas le faire, hein. C'était le moyen d'entrer. Les gens, ils rentraient en ophtalmo parce qu'ils avaient un problème visuel. Et avec le problème visuel, on faisait du dépistage. Et c'était plutôt vertueux. Sauf que le problème visuel, il y a tellement de demandes que les ophtalmos n'arrivaient pas à répondre à cette demande-là. Les vannes ont été ouvertes, mais ils ont ouvert toutes les vannes de tout. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert les vannes de la formation de médecin, les vannes de l'opticien qui peut refaire des lunettes, et les vannes maintenant de l'orthoptiste qui fait des lunettes. Et demain, ce sera un ordinateur qui va faire les lunettes. On a déjà des exemples où, avec certaines startups de gens que je côtoie qui font de la lunette avec un ordinateur. Et ça marche objectivement peut-être mieux qu'un humain, mais ça marche presque aussi bien qu'un humain, on va dire. Si je dis que c'est comme un humain, je vais me faire tomber dessus, mais c'est sûr que peut-être qu'aujourd'hui, ça marche moins bien qu'un humain, mais dans 5 ans, c'est sûr que ça marchera mieux, c'est sûr. Je vais revenir à toi. Dans tes projets entrepreneuriaux, il y a les cabinets de téléconsultation, il y a les cabinets secondaires. Tes projets entrepreneuriaux, ils sont tous en lien avec la médecine? Eh ben, oui. Alors, oui et non. Dans les projets où je suis actif, ils ont un lien avec la médecine. Parce que je crois qu'on n'a pas le droit de faire autre chose que de la médecine si on est actif. Sinon, l'ordre des médecins peut nous interdire d'exercice. Par exemple, j'ai un exemple, j'ai un ami, il était médecin généraliste. Sa passion, c'était la menuiserie. Il s'est formé en menuiserie et il voulait faire un mi-temps médecin G, un mi-temps menuiserie. Et ben, l'ordre des médecins lui a interdit de faire la menuiserie et ils lui ont dit c'est soit médecine, soit menuiserie. Donc il a dû faire un choix. Donc il a choisi la médecine G. Mais donc en fait, on n'est pas libre de faire tout ce qu'on veut. Donc mes projets entrepreneuriaux où je suis actif, ils ont un rapport avec la médecine. Donc globalement, effectivement, c'est les cabinets de téléconsultation, c'est les cabinets secondaires. Et là, récemment, on est en train de créer je devais créer un cabinet secondaire. En fait, finalement, on m'a proposé des locaux qui étaient 2 fois supérieurs à ce que j'avais besoin. Et je me suis lancé dans la création d'une maison de santé. Donc, du coup, j'ai pu chercher des médecins généralistes, d'autres spécialités, des paramètres, enfin tout ça à organiser et pour pouvoir faire ce projet-là, qui est un projet avec c'est comme une espèce de mini clinique. En fait, enfin en gros, on fait ça aussi parce que il y a pour coordonner les personnes, pour que les gens ils soient mieux pris en charge. Et ben, il y a des subventions. Et moi, je me suis dit que ces subventions-là, elles sont là pour formaliser des choses que les médecins font déjà, c'est-à-dire communiquer entre eux. Et en fait, juste aller formaliser ça, ça débloque de l'aide d'État ou de la région. Ces aides-là, en fait, elles sont là pour que le politicien dise qu'il a fait quelque chose pour ses concitoyens. Et moi, je trouve que pour le médecin, ça a de la valeur dans le sens où ça va valoriser son activité et puis ça lui permettre de payer moins de charges. Donc, s'il paye moins de charges, à la fin, il pourra gagner en confort peut-être de consultation, c'est-à-dire qu'il pourrait peut-être avoir une secrétaire qu'il n'aurait pas eu, un assistant qu'il n'aurait pas eu, peut-être un peu plus de temps libre, peut-être euh, faire un peu moins administratif. Enfin, tout ça, en tout cas, je trouve que ça a une vraie valeur ajoutée parce que je trouve que, alors, nous, j'ai la chance, enfin, en tout cas, les médecins spécialistes, enfin, ils ont en tout cas un peu de chance dans le sens où, comme la rémunération, elle est ajustable, et ben, on peut prendre des personnes pour nous aider sur le plan administratif. Je trouve qu'un médecin généraliste,
qui fait une consultation à 20 euros, il a du mal à s'enlever de cet administratif. En tout cas, quand il est tout seul. Et je trouvais que du coup, de faire une maison de santé, ça pouvait potentiellement rendre la vie plus simple aux personnes qui travaillent dans cet endroit-là. Et puis en plus, comme j'ai une vision un peu globale et assez dans l'efficacité, potentiellement, je pourrais peut-être trouver des choses pour améliorer le confort de consultation de personnes qui seraient dans ma maison de santé. Ma maison de santé. Ce sera la nôtre, hein, parce que quand je fais des projets entrepreneuriaux, j'associe les médecins avec qui je travaille, parce que je trouve ça normal. Je veux pas être le roi du monde, hein, je veux juste permettre aux gens qui ont moins cette force de le faire quand même. C'est une question que j'avais envie de te poser. Tous ces projets, tu fais tout seul, tu fais avec qui? Comment tu choisis avec qui tu travailles? Ça se passe comment de trouver des partenaires pour ces projets? Pour toi en tout cas. Donc moi, je fonctionne beaucoup à l'humain, c'est-à-dire que finalement les projets, je les ai faits parce que j'ai rencontré des personnes. Mes premiers cabinets secondaires, c'est un optométriste. Un optométriste, c'est un opticien qui a fait un master. C'est pas reconnu en France, mais en gros, globalement, dans notre pays, c'est ceux qui font les lunettes. Qui m'avait démarché parce que il avait entendu parler de moi. Au début, j'écoutais sans écouter. Au final, je me suis dit, bon, en fait, moi, je suis pas capable de gérer l'administratif. Je suis capable de gérer un peu des médecins, de trouver des médecins, de montrer qu'il y a de dire que là, c'est bien de faire comme ça ou comme ci, mais je suis pas capable de gérer des secrétaires, je suis pas capable d'aller faire, je suis pas capable, c'est pas une question d'être capable, hein. Si, ouais, il y a une partie de pas être capable, mais il y a une partie aussi d'avoir le temps de le faire, parce que j'ai mon activité principale qui est tout le temps là et que je développe encore et que je veux garder, parce que ça c'est finalement mon filet de sécurité. Et puis ça se voit pas, mais j'aime aussi quand même beaucoup faire de la médecine. Je l'ai peut-être pas assez dit, mais j'aime j'aime soigner les gens. Donc du coup, pour le premier projet, c'était cette personne-là donc qui m'a démarché et au final, le feeling est bien passé. Humainement, ça passait bien parce que je fonctionne beaucoup à l'humain et donc on s'est fait confiance mutuellement. On a créé cette structure-là et donc du coup sur la deuxième structure, je garde cette même personne et puis sur les prochains projets qu'on a, alors il y a des projets qu'on aurait dû avoir et finalement on n'a pas eu parce que les joies de l'entrepreneuriat, et ben en fait, des fois tu fais des choses qui marchent et des fois tu fais des choses qui marchent pas. Alors là, c'était des choses qui sont pas faites pour il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles ça se fait pas, mais des fois on va entreprendre et finalement le projet va pas aboutir parce qu'il y a eu des aléas. Et donc, par exemple, pour mes projets de cabinet, eh ben, cette personne-là, je trouve ça normal qu'elle soit associée à moi à chaque fois. Parce que je trouve qu'elle travaille bien et puisque en plus je trouve que ça la valorise. Et quitte à ne pas faire certains projets. Par exemple, il y a un projet où j'avais des copains qui voulaient on les aide à créer une structure. Et ben moi j'ai dit que si cette personne-là était pas là, je ne faisais pas. Et donc finalement on les a aidés un petit peu, mais on n'a pas intégré leur projet parce que la personne avec qui j'avais un engagement moral ne faisait pas partie de ce projet-là. Donc ça c'est pour les projets par exemple de création, mais sinon après par exemple dans les projets plutôt dans le mode start-up, c'est des personnes qui m'ont un peu démarché ou qui ont été présentées par des personnes de mon entourage. Et au final, on va après discussion, le feeling passe, et puis on a des idées qui sont en commun, et puis on avance ensemble. Donc du réseau en fait. Donc c'est que du réseau, voilà. Effectivement, je l'ai pas dit, mais le réseauter, moi, c'est mon truc préféré. J'adore faire ça. Non, mais c'est vrai, hein, c'est même dans la vie de tous les jours, hein, j'adore réseauter, j'adore faire rencontrer les personnes qui peuvent avoir un intérêt commun. J'aime bien, j'aime bien discuter avec des gens qui font des choses qui sont aucun rapport avec ce que je fais, pour me nourrir de leur expérience, pour me nourrir de ce qu'ils font, qui est complètement différent de ce qu'on fait. Moi, je trouve qu'en médecine, c'est vrai qu'on est très fermé sur ce qu'on fait. Et encore plus qu'on est très spécialisé. Moi, je suis très spécialisé. Et je dis pas que c'est bien. Moi, je dis que c'est même le mieux pour le patient. Et moi, je suis spécialisé dans la cornée. Donc, je fais que de la cornée. Que ça. Donc je fais pas de rétine, je fais pas de glaucome, je fais pas de paupières, je fais que de la cornée. Je fais que ça, que ça. Et donc c'est hyper bien pour les gens.
Après, moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui est réglé pour moi, parce que je fais tout le temps la même chose. Donc, c'est vrai que réseauter, c'est un truc qui me plaît énormément. Et une autre question que je me posais en t'écoutant, il ressemble à quoi ton agenda? Parce que tu fais quand même beaucoup de choses. Oui. Il ressemble à quoi mon agenda? Euh, Si tu préfères que je reformule, comment tu répartis ton temps? Comment tu arrives à trouver du temps pour mener tous ces projets? euh, je fais passer pas mal de temps au téléphone. Je délègue tout ce que je peux déléguer. J'ai même pris du coup maintenant une assistante, comme une assistante personnelle pour le travail, pour qu'elle puisse vérifier mes dossiers, les patients avant que je les opère, pour faire de l'administratif que je faisais avant, pour répondre éventuellement aux questions des patients quand ils ont des questions. Comme ça me fait gagner du temps et ça me dégage du temps. J'utilise aussi mes temps de trajet. Par exemple, j'ai un cabinet secondaire, donc une fois par semaine, j'ai une demi-heure de route à faire. Bah, cette demi-heure de route, je la passe à être au téléphone. Effectivement, ça me bouffe mon temps libre, hein, une partie de mon temps libre, mais voilà. Bon, comme j'avais dit, j'étais dans l'efficacité, hein, donc ça veut dire que quand je suis au bloc, j'opère. J'essaye d'opérer vite et bien, donc bah, je finis toujours plus tôt que les autres. Donc comme j'ai fini plus tôt, bah, ça me dégage du temps pour faire autre chose. Donc j'utilise ce temps-là. Et mon agenda, il est aussi, comme j'adore réseauter, bah, je suis hyper social. Et donc mes soirées aussi, je les passe un soir sur deux, je suis dehors au resto ou chez des copains ou à une soirée. Donc mon agenda, il est plein de pastilles dans mon téléphone avec plein de trucs à faire tout le temps. Et aussi des listes de trucs à faire que je décale à plus tard. Et souvent les trucs que je décale à plus tard, c'est des papiers, c'est administratif. Voilà. Moi globalement, à part l'administratif, le reste, ça me passe, c'est tout hyper bien. Et puis il faut que je laisse du temps pour mes enfants. Aussi. Et ma femme. Mais du coup, ça pour le coup, j'ai instauré des moments en fait. Je rythme des moments avec des moments où j'ai du temps pour voir ma famille, pour pas passer à côté, et mais si j'avais pas une femme et des enfants, je travaillerais 1000 fois plus encore. C'est toujours une question qui, moi, m'intéresse, c'est quelle part on laisse à son travail et quelle part on laisse à sa vie de famille. Et là, en t'écoutant, j'ai l'impression que tu as quand même sanctuarisé des moments en vie de famille, où, j'allais dire, tu bloques un créneau dans ton agenda, un créneau famille, et que j'ai quand même cette impression que ta vie professionnelle et ta vie personnelle de loisirs, la frontière est très poreuse et que peut-être que les potes avec qui tu vas aller manger un soir, peut-être que demain, ça sera au minimum une source d'inspiration pour un projet entrepreneurial, voire des associés peut-être. Ah, donc complètement, il y a plein de personnes qui que je côtoie, avec qui potentiellement je pourrais créer quelque chose et ou aider à créer un truc à eux, mais complètement. C'est vrai que après c'est pas tous les gens. Je dis c'est pas tous les gens, mais c'est vrai que c'est beaucoup de des gens que je fréquente. Où effectivement je me nourris de ce qu'ils font et puis potentiellement s'il y a un projet que je peux faire avec eux, je le ferai avec plaisir. Alors, j'ai encore quelques petites questions. Ça veut dire quoi pour toi réussir? Euh, je crois pas avoir la réponse parce que je sais pas. Franchement, je me suis posé la question parce que avant, enfin, non, franchement, j'ai pas la réponse. Spontanément, tu me peux dire que réussir, hmm, ouais, ça va peut-être paraître superficiel, mais avant, je croyais que gagner de l'argent, c'était réussir. Au final, je suis pas sûr, même si ça me paraît quand même un cluster, enfin, en tout cas quelque chose qui, euh, enfin voilà, c'est une des variables que je regarde par rapport à la réussite. Et puis maintenant, je sais pas est-ce que réussir c'est être heureux et de prendre, ouais, je sais pas. Franchement, j'ai pas la réponse. Je suis nul là pour ça. Quand c'est trop philosophique,
C'est vrai que je pense que j'ai pas vraiment la réponse. Ah bah, je peux dire que à une époque, j'aurais dit c'était gagner de l'argent, même si ça me paraît, c'est pas hyper bien à dire, mais voilà, dans mon esprit, c'était ça. Mais au final, je pense plus soit ça. Mais du coup, je sais pas. On pourrait se dire que je cours après quelque chose, mais j'ai pas la réponse. Si je te propose de répondre à la question suivante, est-ce que tu as déjà échoué dans ta vie et est-ce que tu as envie de nous parler d'un échec en particulier qui t'aurait appris quelque chose? Alors oui, j'ai déjà échoué. Le premier échec qui me vient à l'esprit, c'était le permis de conduire. J'ai loupé 3 fois quand même. Donc on peut dire que c'est un vrai échec. Bon, après, au final, je l'ai eu, donc ça va. Mais en tout cas, voilà, le permis, c'était mon premier échec. Est-ce que j'ai d'autres échecs qui me viennent à l'esprit? Il y a par exemple des projets. Oui, on peut dire que, enfin, un autre. Il y a des projets qui n'ont pas abouti. Alors, est-ce que c'est un échec ou c'est la loi de l'entrepreneur? Je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que il y a des projets, par exemple récemment, donc dans la maison de santé. Pour l'instant, elle n'est toujours pas créée parce que alors c'est un truc marrant à raconter, hein, mais ça arrive à plein de gens. Le promoteur qui nous a vendu un, un immeuble pour créer du médical, arrivé au moment de la signature, une fois que j'avais mon prêt, etc., et ben on s'est rendu compte qu'il n'était pas propriétaire du terrain. Donc, comme il n'était pas propriétaire, on pouvait pas créer un immeuble sur le terrain qui ne lui appartenait pas. Et j'avais quand même signé chez le notaire, j'avais quand même engagé beaucoup de frais, j'avais quand même lâché beaucoup de stress. Et pour un projet qui va être décalé, alors probablement pas avec lui, hein, mais oui, c'est un pseudo échec, mais je le considère pas vraiment comme un échec. Enfin, en tout cas, je l'ai pas. Peut-être que j'ai une mécanisme de défense qui me disent que je le prends pas comme un échec. Et sinon, après, est-ce que j'ai d'autres exemples d'échecs? Bah après, quand on est chirurgien, il y a plein de fois où la chirurgie elle se passe pas bien et donc on prend ça comme un échec. En tout cas, moi, je prends ça comme un échec, même si c'est un aléa. Pour moi, c'est un échec. Donc oui, ça m'arrive, heureusement pas souvent, mais ça m'arrive d'échouer à opérer quelqu'un parce que alors un chirurgien, c'est jamais sa faute, hein. Mais donc du coup, c'est pas ma faute. Mais en tout cas, c'est quand même un échec. Pour revenir à ton travail, tu as besoin de quoi dans ton travail pour te sentir heureux d'aller travailler? J'ai besoin que mon travail ne l'en soit pas un. C'est un peu le modèle que j'essaye de faire dans les cabinets secondaires qu'on fait, hein, dans les cabinets que je crée. Alors pas dans mon activité principale, parce que mon activité principale, j'ai intégré une structure qui était déjà en place, et donc c'est dur de faire changer les manières de faire. Mais en tout cas, dans les cabinets qu'on crée, on essaye de rendre le travail pas pénible. Et donc voilà. Donc moi, pour moi, quand le travail c'est pas un travail, quand tout roule, quand tout s'enchaîne, quand tous les maillons de la chaîne s'enroulent bien et que tout le monde a l'impression de ne pas travailler, en tout cas pour moi c'est ça mon plaisir. Parce que c'est vrai que je fais aussi pas mal attention à j'avais déjà dit au début, mais c'est vrai que je fais beaucoup attention à aux gens avec qui on travaille, à ce que ils soient pas, enfin, ils aient pas trop, que ce soit pas trop un labeur pour eux non plus. Ça, pour moi, un assistant, c'est pas bon, c'est pas grave, c'est l'assistant qui fait. Pour moi, c'est l'assistant. Je veux que ça soit que son travail soit pas trop non plus trop compliqué pour qu'il prenne aussi de plaisir. Donc moi, que tout le monde soit content, c'est ça qui me rend qui me donne du plaisir. Et le patient aussi. Ce qui me rend, en fait, c'est moi, ouais, ce qui me rend heureux, en tout cas, ce qui me donne du plaisir, c'est le plaisir des autres. C'est vrai que je suis même dans la vie de tous les jours, c'est vrai que j'essaie d'être dans le partage et du coup, c'est vrai que je fais vachement attention à ce que au ressenti des gens. Et je préfère donner que recevoir, par exemple. Ça me rend mal à l'aise, ça me met mal à l'aise de recevoir. Par contre, donner, j'adore. C'est un truc que j'adore faire. Et c'est un peu pareil avec les patients. Quand les patients, ils sont trop à me dire merci, me changer la vie, nanana. C'est, alors, c'est hyper valorisant pour nous, hein. J'adore, hein. Je vais pas dire que c'est pas bien, hein. Mais, ça me rend un peu mal à l'aise. Donc ce qui te rend heureux, c'est de voir les gens autour de toi heureux. Ouais. Moi, je crois que c'est ça. Enfin, c'est ça. C'est sûr, c'est ça.
On va arriver à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, mais à laquelle tu aimerais répondre? Je crois qu'il y a un truc qu'on n'a pas trop parlé, c'était du fait que le médecin aujourd'hui, il peut du coup avoir du coup intégrer. Enfin, aujourd'hui la santé, elle se digitalise et donc pour moi, je trouve que c'est au médecin de d'amorcer cette digitalisation. Par exemple, aujourd'hui, un Doctolib est tout puissant et il faut savoir qu'il y a 0 médecin sur Doctolib. Pourtant, c'est eux qui gèrent notre agenda, c'est eux qui font la pluie le beau temps, c'est eux qui discutent avec l'État et il n'y a pas de médecin. Donc moi, je trouve ça dommage qu'une boîte de non-médecins ait pris le monopole sur les médecins parce que ça devient indispensable. Voilà. Après, se battre contre un Doctolib, c'est mort. C'est comme se battre contre un Google. Donc il faut accepter et il faut s'adapter. Quand tu me dis ça, ça me fait écho à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la formation des médecins, où on est formé par des universitaires qui travaillent à l'hôpital et on est formé pour l'hôpital. Oui, Et finalement, il nous manque peut-être une ouverture vers d'autres disciplines ou en tout cas d'autres secteurs d'activité qui nous permettraient finalement de mélanger la médecine avec peut-être le digital, mais ça pourrait être, on pourrait imaginer avec le droit, enfin des choses comme ça. ouais, complètement. Ouais, en tout cas, moi, je trouve qu'on pêche dans une formation dans plein de choses. Il faut savoir quand même que 80% des médecins qui sont formés à l'hôpital, ils n'ont pas fini à l'hôpital, en fait. Et 80% encore, je suis gentil. Donc oui, moi, je trouve qu'il y a un manque cruel de formation sur l'après, en fait. En fait, on est formé à être des cliniciens. Mais tout le reste, on n'est pas formé. Moi, j'avais dit, c'est pas normal en fait, on en connaît tous des gens qui sont bizarres quand même en médecine. Et ces gens-là, ils ont quand même un diplôme à la fin. Et ils vont soigner des gens. Alors que nous, personnellement, jamais on serait soigné par ces personnes-là. Parce qu'il n'y a pas de garde-fou par rapport à ça. On nous apprend pas à savoir-être, par exemple, en médecine. On nous apprend pas à parler aux gens, ni aux patients, enfin voilà, j'ai dit tout à l'heure, mais on nous apprend pas à parler. Alors que finalement, les trois quarts de notre temps, on parle avec les personnes. La seule chose, enfin en tout cas qui peut ressembler à savoir parler à les gens, c'est l'item annonce d'une maladie grave. Voilà, c'est le seul truc. Voilà. Mais comme on nous apprend pas à parler, on nous a quand même mis deux trois trucs à pas dire quand même quand on annonce un truc grave. Parce que ça c'est quand même traumatisant pour les gens. Et si je me faisais l'avocat du diable, je te dirais que ça, c'est des choses que on n'apprend pas en cours, qu'on apprend en stage avec les médecins, avec nos chefs en stage, en pratique. Ouais, avec des gens qui n'ont pas appris. Oui, oui, on apprend un petit peu en stage, mais en fait, on n'apprend pas vraiment en stage. Parce que quand on est externe, on y va vite fait, et puis on sert pas à grand chose. En tout cas, ou on sert de bouche-trou, ou on sert de main-d'œuvre pas chère. Et après, une fois qu'on est interne, bah, on est plus seniorisé. En tout cas, moi, dans tous les stages que j'ai fait, j'avais plus de senior. À aucun moment, j'ai été voir j'ai fait une consultation, on m'a dit, vas-y, fais ci, fais ça. On m'a dit, on donne des patients, tu connais deux, trois trucs, vas-y. Alors après, peut-être que dans d'autres spécialités, ça, c'est moins le cas, mais en tout cas, dans mon apprentissage, à aucun moment, enfin, le compagnage que j'ai eu, il est chirurgical, il est pas dans le côté humain. Et puis, si on fait l'avocat du diable, les médecins de l'époque où nous on était interne, il y a quand même beaucoup de médecins qui sont ultra caractériels, qui parlaient pas mal à tout le monde et qui étaient là en place parce qu'on pouvait pas les déloger. Et ça, je pense, dans toutes les spécialités, parce que moi, j'en connais dans toutes les spécialités que j'ai faites. C'est un truc que tu aurais envie de faire si un jour il y avait une opportunité qui se présentait d'aller donner des cours, alors peut-être sur comment communiquer ou sur comment gérer un cabinet, des bases de RH, ce genre de choses, t'aimerais faire? Ouais, moi, j'aime bien. J'aime bien transmettre, hein. J'aime bien parler, j'aime bien faire, je continue à faire des EPU, j'en fais encore à des médecins et des non-médecins. Limite dans les projets annexes, je pense quand j'aurai un peu plus de temps, aller voir des plus jeunes générations pour essayer. Parce qu'en fait, le médecin quand même, il est quand même plutôt fort pour. J'ai l'impression, hein, mais on est quand même plutôt fort pour le vivre ensemble. Parce que finalement, en fait, on va soigner tout le monde. En fait, on va pas se soucier.
d'une couleur, d'une religion, n'importe quoi en fait. C'est vrai que quand on soigne des gens, on se pose pas la question de savoir si cette personne elle a la même intention politique que nous, si elle pense la même chose que nous, si après des fois on peut avoir des cas de conscience. Hein, une fois on a soigné et puis c'est une question à se poser. Hein. J'ai déjà soigné quelqu'un qui prépare un attentat. Donc est-ce qu'on soigne pareil? On s'est posé la question de savoir si est-ce qu'on soigne pareil ou pas. Donc je vais pas répondre à ce que si on a bien fait, si on a des choses ou pas, mais parce que j'ai pas envie d'avoir de problème, mais parce que ça pourrait être, la personne pourrait se poser la question de façon différente, mais quand même on est plutôt fort pour ça. Et puis du coup, et cette force-là, nous on l'utilise pas spécialement. Il y a aucun moment t'as des médecins qui vont dans des endroits un peu plus défavorisés ou des endroits où c'est un peu le bordel pour essayer d'expliquer pour essayer d'adoucir un peu certaines mœurs. Donc ça, voilà. Ça me plaira aussi. En plus de parler à des médecins de comment faire, ce que c'est la vie d'après. Mais ce que c'est la vie d'après, ouais, effectivement, j'aimerais bien, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Je te propose qu'on s'arrête presque là. Il y a encore une dernière question qui est ma question de fin rituelle. Quelle est ta tenue de travail? Ma tenue de travail. Au début de mon installation, je croyais que il fallait être, parce qu'on m'avait dit que c'était bien, que c'était ça qu'il fallait faire, que pour montrer qu'on est le médecin, il fallait être bien habillé. Donc du coup, alors c'est vrai que j'avais pas jusqu'au costume, mais en ophtalmologie on n'a pas de blouse particulièrement, mais parce que c'est peut-être dans tous les stages que j'ai fait, il y avait pas de blouse. Et du coup, pour montrer qu'on était le médecin, il fallait bien s'habiller. Je suis pas allé jusqu'au costume, mais effectivement, je mettais chaussures habillées, pantalon à pince, chemise rentrée, voilà. Et plus on avance, plus je deviens moi-même. Et donc maintenant, ça fait au moins 2-3 ans que j'ai plus mis des chaussures habillées. Je mets des baskets parce que des baskets qui passent. Hein. Aujourd'hui, une basket blanche, tout le monde en porte, et, que ce soit avec un costume ou avec un jean, c'est pareil. Je mets toujours une chemise, je mets toujours quelque chose à col ou un polo si jamais il fait 10 degrés. Et maintenant, en pantalon, je suis pas obligé de mettre un pantalon de costume. Je peux mettre un chino ou des fois je mets un jean. Et puis en fait, je fais plus attention à l'image que je renvoie au patient parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le patient, il s'en foutait en fait. Le patient, il veut juste qu'on soit sympa avec lui, qu'on lui explique bien et qu'on le prenne bien en charge. Tout le reste, c'est un peu secondaire pour lui. Alors après, il faut quand même faire attention en tout cas à l'image un petit peu, mais c'est vrai que au final, ça a moins d'importance pour moi. Et puis j'ai envie de revenir dans ma tête, je me dis que c'est quand même pas mal la blouse. J'aimerais bien. Si je me chauffe, je prendrais bien une blouse. Mais pourquoi tu reviendrais bien à la blouse? parce que je trouve que c'est un accessoire que j'aime bien. C'est plus pour l'image. Je te remercie, Igal, d'avoir raconté ton parcours à mon micro. Et je te remercie de m'avoir posé ces questions. J'espère que j'ai pas été trop fouillis et trop brouillon. Et t'inquiète pas. Que ça a été intéressant. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. J'adore recevoir vos retours par mail ou via mes réseaux sociaux. Vous trouverez dans les notes de l'épisode comment me contacter. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, à raconter vos témoignages de médecins, à me faire des propositions d'invités. Je suis toujours ravie de vous lire. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le bouche à oreille qui lui permet de se faire connaître. Et n'hésitez pas non plus à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympathique sur vos applications de podcast. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Podcast La Consulte. Et aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Toutes les références sont dans les notes de l'épisode. À bientôt!